Bonjour, je suis Marie Donzé, archéologue du soi, et voici mon index ABC. Une archéologue du soi, c'est d'abord un guide de profondeur. On sait aujourd'hui qu'une personnalité, un être humain dans sa globalité, c'est une tête pensante, émergée, mais c'est surtout un iceberg immergé qui représente 9/10 de la totalité de l'être. Et c'est dans cette totalité des profondeurs que se situe la vérité, l'authenticité, le potentiel de la personne. Donc une archéologue du soi, c'est comme une archéologue, c'est quelqu'un qui fouille, qui gratte, qui a l'instinct d'aller déterrer des os, parce que ce qui l'intéresse, c'est surtout aller dénicher les splendeurs qui sont contenues dans les profondeurs de cette personne. Alors évidemment, ça implique de se prendre 2-3 minutes antipersonnelles dans les gencives, mais on sait rebondir, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la découverte, et l'idée, c'est véritablement, un peu comme la mise à nu des cités englouties, partir à la découverte de soi et comprendre son véritable potentiel et ses trésors. Les personnes qui font appel à moi sont des personnes qui ont déjà travaillé sur elles et qui se trouvent dans une situation bloquée, comme dans une rue sans issue. C'est-à-dire qu'elles restent sur la surface en faisant un peu des allers-retours, en mode je veux pas ça, je voudrais ça, mais pas ça. Donc des personnes qui sont bloquées dans leur dualité, qui sont prises dans des croyances de séparation encore et qui, en réalité, sur ce plateau de jeu de conscience dans lequel elles sont, ne pourront pas trouver des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met les masques, on met les palmes, on plonge dans les profondeurs. Donc tout ça, et ma pratique est très similaire quelque part à la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung. Hein. On vient à la découverte plus profonde de soi, parce que c'est la connaissance de soi qu'apportent des fenêtres qui s'ouvrent et qui permettent que la personne, en fait, se trouve. À un moment donné, elle trouve une pièce secrète à l'intérieur et elle trouve elle-même les solutions en elle-même. Donc, toutes ces personnes-là qui ont besoin de s'approfondir peuvent faire appel à moi. Alors, fleurs de bac, évidemment. Fleurs de bac qui sont les outils, qui sont les petites lumières qui éclairent le chemin de la descente dans les profondeurs. Parce que j'en fais une utilisation un petit peu plus particulière que celle qu'on a l'habitude de connaître. Le deuxième mot, ce serait véritablement la connaissance des profondeurs humaines et de la psyché humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, archéologue de soi, ça veut dire aussi guide des profondeurs. Si on a envie d'aller monter et faire l'ascension du Mont Blanc, on appelle un guide de haute montagne. Si on veut faire l'exploration de la profondeur, on fait appel à quelqu'un qui sait et qui connaît les grottes, justement les cryptes. Donc ouais, ce deuxième mot, c'est véritablement connaissance de la psyché et des profondeurs humaines. Et puis le troisième terme qui pourrait me caractériser, c'est en lien avec... C'est très très parallèle, hein. La connaissance des psychés, c'est très neurosciences, c'est très scientifique. Et le troisième terme, ce serait médiumnité. Parce que j'utilise aussi maintenant une intuition très très subtile que j'ai développée au cours de toutes ces années, que je mets en parallèle des connaissances très pointues de la psyché. C'est l'instinct en fait. L'instinct qui permet, attends stop, là il y a un os, on s'arrête et on va chercher là, parce que la vérité elle est là. Voici les 3 mots qui pourraient me caractériser. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau profil, un nouvel index, une nouvelle personnalité en la présence de Marie Donzé qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Et alors vous allez voir la spécificité de Marie. C'est que c'est sans doute une des personnes les plus agréables à interviewer. Vous ouvrez les vannes, vous posez une question et elle est partie pour 3 quarts d'heure. Voilà, donc il va falloir canaliser ça. Merci d'être là. Merci également. Alors vous, quand on a préparé cet entretien, vous avez un parcours de vie qui est assez atypique, hein, oui. Qui est assez singulier, ouais. Qui est assez mouvementé. Oui, sur aussi. lequel vous avez des facilités à revenir, à oser à parler. Aucun problème. Ouais. Alors on va l'explorer. Oui. Bon. Et vous êtes donc archéologue du soi. Alors ça déjà, je trouve que le titre est classe. Oui. Ce qui, en quelques termes, pour ceux qui n'auraient pas regardé la première partie, signifie guidée profondeur, exploratrice du soi, mise à nu des cités englouties.
pour aller restaurer la splendeur. Voilà, aller chercher notre part d'obscurité. Traverser l'obscurité pour aller chercher la lumière. Ouais. Transformer la misère en bonheur. Et vous êtes alors fleurologue, parce que l'un de vos outils, ce sont les fleurs de bac. Mon outil préféré et mon outil peut-être le plus maîtrisé. Les fleurs de bac. D'abord, comment est-ce que vous arrivez à cette... sans parler de votre histoire, parce qu'on va y revenir. Mais pourquoi cet outil-là? Alors, cet outil, c'est aussi une histoire de rencontre, bien sûr. C'est-à-dire que, on en reparlera dans le parcours, mais j'ai été amenée à utiliser les fleurs pour moi dans une période où ça n'allait pas. Et quand j'ai vu et compris et ressenti l'effet, mais juste absolument incroyable, c'est très alchimique, des fleurs de bac, je me suis dit, mais je veux comprendre ce truc. Je veux comprendre. Donc, j'ai exploré. J'ai découvert des choses absolument incroyables. Il y a les fleurs telles qu'on les connaît, on les connaît très mal par rapport à d'autres pays européens où elles sont remboursées par les mutuelles, notamment en Suisse, en Allemagne. Mais en France, elles sont, voilà, peut-être qu'on connaît le Rescue, les personnes qui connaissent les fleurs de bac associent les fleurs au Rescue, le mélange crise anti-stress. Mais ça, c'est la dernière partie, c'est la partie émergée des fleurs. Les fleurs sont les outils de connaissance de soi qui sont, alors pour moi, mais je ne suis pas objective, les plus puissants qui soient, parce que ça nous remet au contact de ce qui est vivant. La problématique et la souffrance des gens dans cette société vient du fait que déjà on est formaté manichéisme, dualité, il faut être bien, il ne faut pas être mal. Donc déjà, ça crée la moitié de soi qu'on ne veut pas laisser vivre en soi. Et les fleurs, c'est très spinozien aussi dans la pensée, nous remettent en lien avec la réalité de ce qui est vivant. Dans la nature, tout existe et il n'y a pas, entre guillemets, de bien ou de mal. C'est-à-dire, un lion, c'est normal qu'il bouffe une gazelle. Et c'est pas méchant. Bon, dans la société, tu viens bouffer ton voisin, c'est moins bien vu. C'est sûr. Je suis pas sûr que ça passe. Mais ça passe pas comme ça. Non. Mais c'est écouter ceux qui cherchent à vivre en soi qu'on muselle. Et plus on muselle une voix ou un instinct de vie en soi, plus il devient comme un lion en cage et il nous bouffe, nous, de l'intérieur. Sur les fleurs de bac, les mauvaises langues parlent d'effets placebo aussi parfois, en disant « oh là là, c'est pas nécessairement prouvé en termes d'efficacité ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout dépend du plan sur lequel on se pose. C'est-à-dire que le corps obéit au plan physique et sur le plan physique, les fleurs de bac ne contiennent pas de molécules actives. Donc effectivement, d'un point de vue purement physique, les fleurs de bac n'agissent pas sur le corps physique. Les fleurs de bac agissent sur le corps émotionnel. Et là, on est dans une approche quantique des choses. Et d'un point de vue quantique, les fleurs agissent. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de transmuter les vibrations, la fréquence négative de la personne en vibration haute. Si vous êtes donc sur les croyances limitantes, si vous êtes sur la libération de traumatisme, si vous êtes évidemment intéressé par tout ce qui est neurosciences et autres, Marie peut être une accompagnatrice, une coach absolument essentielle. Et on va voir au travers de votre parcours de vie. Parce qu'on se demande toujours quelle légitimité ceux qui s'installent sur ce canapé ont à venir parler de leur expérience. Et alors la vôtre, quand j'ai vu le parcours de vie, je me suis dit, nom de Zeus, où va-t-on, par quoi allons-nous commencer? Parce que dès le départ, dès toute petite, ça ne va pas. Ah oui, moi je suis une survivante. Déjà, je ne devrais pas être vivante. J'aurais pas dû survivre à ma naissance, j'aurais pas dû survivre à mon enfance, j'aurais pas dû survivre à tout un tas d'accidents, et je suis quand même encore là. Donc. Alors par quoi ça commence? Vous avez une enfance difficile. On parle de souffrance physique, souffrance psychologique. Ça, c'était du ressenti, c'était dedans. Parce que dans la matière, j'ai une super famille, des parents qui sont très aimants, j'ai une enfance hyper privilégiée, je grandis à la campagne avec plein d'animaux autour de moi. Elle est magique, de l'extérieur, elle est magique, mon enfance. Mais depuis le début... Puis mon père, il me disait, mais je n'ai jamais compris, tu as toujours été compliqué. Il m'a toujours dit, tu as été torturée. Donc oui, j'étais torturée et c'était compliqué parce que c'était dedans. À l'extérieur, mais elle est parfaite, elle fait envie à tout le monde, mon enfance. Mais c'était dedans que ça se passait. Et avec toujours de la douleur, ces sentiments d'être torturée, d'être etc. Pas à sa place. Pas à sa place. Et puis à fleur de peau, tout le temps. Donc hypersensible de base, hyper réactive à la moindre parole, un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice de dingue. Et effectivement, il a fallu... j'ai toujours eu l'impression de me battre jusqu'à 40 ans. Pendant 40 ans, j'ai l'impression que ma vie est un combat, c'est une guerre, ma vie. Et avoir
mais sauf que tu ne sais pas contre qui tu te bats, si ce n'est contre toi-même. Ouais. Puis après, à force de descendre, puis à force de creuser, puis à force de trouver les mémoires, tu refais ton puzzle. C'est ça l'archéologie du soi. Je vais chercher une pièce là, une pièce là, une pièce là. Pas que en lien analytique comme de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse t'explique tout. Ouais. Mais tu viens pas libérer les mémoires de douleur. Il faut descendre dans le corps pour libérer la douleur. Et quand tu transmutes la douleur, qu'est-ce que tu obtiens? La joie de vivre, l'essence, l'énergie. C'est là qu'on transmute les énergies basses en énergie de fréquence de vie, de joie et d'amour, en fait. Et dans ce marasme de petite fille, cette petite Marie voulait devenir quoi? Ah, mais moi, je voulais être soit Amazone, soit la reine de la forêt, en fait. Ça, c'est... Voilà. Puis après, je me suis dit, ça va pas le faire. Non, ça va pas être possible. J'ai jamais su ce que je voulais faire, en fait. Donc, c'est en arrivant, puis en me voyant en train de faire des trucs, je me suis dit, ah tiens, je fais ça. Bon, donc oui, j'ai été prof, j'ai été ci, j'ai été ça, mais... Sauf à l'âge de 10 ans, où vous avez déjà les sensations de vous dire « Ah, je voudrais faire de l'hypnose ». Comment cette notion d'hypnose entre dans votre vie aussitôt? Un jour, j'entends quelqu'un qui parle de ça, ou je vois ça à la télé, je ne sais pas comment je l'ai vu. Parce que je n'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé dehors. Mais par contre, comme je suis en proie avec mes démons intérieurs et puis mes trucs qui font mal de partout, j'ai quelque chose qui s'allume et je me dis, mais un jour, moi, je ferai de l'hypnose parce que je veux comprendre ce que j'ai dans la tête. Et peut-être j'aurai des réponses. Depuis que je suis petite, je m'interroge. Un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est la prise de conscience de ma pensée. Et là, j'ai 6 ans, 7 ans, je ne sais pas quel âge j'ai. Je suis en train de gambader dans les bois avec mon chien. Et d'un seul coup, je m'arrête net parce que j'entends la voix. J'entends une voix qui parle dans ma tête. Et après, je réalise qu'en fait, c'est moi qui lui fais dire ce que je veux à la voix. Et je me dis, mais nom de Zeus, il y a quelque chose qui parle et je peux l'orienter et je peux faire ce que je veux avec ce truc-là. Et je crois que ça, mais je pense que j'ai 7 ans, quoi. C'est quoi? C'est un éveil spirituel? C'est un éveil de conscience? C'est la conscience de ma pensée. Ouais. Et donc, cette conscience-là, jumelée à cette thématique de l'hypnose, et vous donne évidemment envie. Mais ça ouvre des portes incroyables. Ça ouvre les portes de... Mais en fait, il y a des choses... Ça ouvre les portes de la profondeur. Tu te dis, tiens, il y a quelque chose, il y a un univers dedans, et ça passe par quand même les mots intérieurs. Oui, parce que vous dites d'ailleurs que vous êtes hyper tout. Hyper sensible, hyper malade, hyper pas bien. Hyper émotive, hyper émotive, hyper réactive. Hyper chiante pour mes proches, hyper casse-couille pour mes parents, hyper... C'est ça. Hyper tout, hyper tout. Hyper tout, il va falloir retrouver évidemment un équilibre, un alignement. Et c'est pour ça que vous parlez justement... Le juste milieu. Vous dites que vous êtes dans l'alignement neuro-émotionnel. Oui. Et ça, vous avez travaillé pour mettre en place une stratégie, un concept qui permet d'accompagner. Je suis allée me former. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en 2018, j'ai fait l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées, déjà avec David Lefrançois, parce que j'avais effectivement besoin d'aller mettre des connaissances un petit peu plus scientifiques, cadrées, à tout ce que j'avais pu moi découvrir de manière un peu empirique et grâce aux fleurs, mais de manière intuitive. Donc il y a eu toute une première approche de cette connaissance et de cette exploration de façon très yin, intuitive. Et il fallait que j'aille équilibrer avec un peu du yang, du carré, du truc. Donc l'INA m'a permis et m'a apporté énormément, déjà des bases de connaissances en neurosciences appliquées, des exercices, des nouvelles, des exercices pratiques à mettre en place, à appliquer avec mes clients et toutes les personnes que j'accompagne. Mais ça a été un tremplin parce que dans la foulée de l'INA, je termine, donc je suis certifiée coach neurosciences par l'INA, on est en 2019. Et mai ou avril, mai. Septembre 2019, je continue le parcours avec le système SAIN de Mani Ezam. Et Mani Ezam, donc, qui est sur Paris aussi, qui fait plein de choses, mais dont l'Institut SAIN, il est l'inventeur du système SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel. Et il explique très très bien, alors lui il a été formé par Joe Dispenza, donc il est directement formé aux États-Unis, et il a mis en place aussi lui tout ce système SAIN de réalignement neuro-émotionnel. Comment ? Par la pratique d'exercices neuro-émotionnels et selon ce muscle du bien-être qu'il transmet, qu'il a mis en place, etc., enfin, qu'il a décortiqué, on a tous en nous 2 muscles, le muscle du bien-être, le muscle du mal-être. Les fleurs de Bach nous font passer du mal-être au bien-être. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé un écho
absolument incroyable parce que ce qu'Edouard Bach, le médecin qui a inventé ce système global des 38 fleurs, nous explique de manière un petit peu, c'est très licorne, hein. Tu prends des petites fleurs, tu prends des petites gouttes et oui. tu fais des bons dans ta vie. C'est pour ça que je parlais au tout début de cet effet placebo un peu magique, un peu irrationnel. Et quand j'ai découvert le système SANE, je me suis dit, mais pétard, Magnézin avec son système SANE, il est le fondement scientifique de ce que Edouard Bach avait découvert, lui, entre 1920 et 1936 avec les fleurs. Les deux, c'est les deux pans de la même montagne. Tu as la face nord, la face sud, mais tu arrives au-dessus, qui est la transmutation de l'être et de tous les circuits neuro-émotionnels mal-être qui vont, par le biais d'une élévation de fréquence apportée notamment par les fleurs et par la pratique d'exercices neuro-émotionnels, qui visent à construire des nouveaux circuits neuronaux. C'est des aiguillages de train. Les circuits neuro-émotionnels, en associant pensée et émotion, permettent de générer des fréquences différentes et d'aller explorer des nouveaux états. Et c'est là que l'archéologie, c'est le troisième point. Du soi. Et ouais, et qu'on arrive sur ce triangle-là. Quand on est dans le 2, soit l'intuition, soit le scientifique, soit ci, soit ça, c'est voué à l'asphyxie. Le 2, ça nous fait un... Tu vois, regarde, t'as le signe de l'infini, et on est en anaérobie, et on s'essouffle. Si on ne vient pas chercher le ternaire pour sortir du binaire, on ne trouve pas de solution ni d'éclairage à une autre problématique. Alors quand on a toutes ces connaissances-là, Marie, il faut qu'à un moment donné, on mette ça en place dans une méthode, dans une technique d'approche pour vulgariser d'abord le propos auprès de ceux qui vous consultent et puis essayer de synthétiser votre approche au cas par cas en fonction des gens qui viennent vous voir. Comment est-ce que vous mettez en place cette technique? D'abord, est-ce qu'elle a un nom, cette technique? Non. En fait, non, moi j'appelle ça dans mes forfaits d'accompagnement, vous avez raison, il a bien fallu mettre un titre, donc je propose effectivement plusieurs séances, soit des séances, par exemple une séance qui s'appelle la 3 en 1 ou la totale, qui est une séance qui dure 2 heures, là on a identifié un énorme blocage ou une croyance, et en une séance, bim, on prend les cordes, on fait du rappel, on descend dans le psychisme profond de la personne et on vient mettre un petit bâton de dynamite pour péter le blocage. Et pendant les 9 mois qui suivent, en fait, la personne en ressent et puis se libère. Ouais. Maintenant, dans mes forfaits de coaching, j'ai un forfait qui s'appelle le coaching alchimique. Donc après, voilà, on peut choisir la durée de 3, 6, 9, 12 mois. Mais j'ai observé que pour faire une reprogrammation totale des circuits et du psychisme et des mémoires des gens, il faut 1 année. Et ça, c'est le biorhythme. Il faut 1 an complet. Moi, j'ai besoin d'1 an pour formater une personne, pour reprogrammer une personne. Alors, c'est toujours étrange parce qu'on a reçu des tas de gens ici, et pas nécessairement dans l'index, mais des gens qui vous disent « Oui, alors au bout de 21 jours, on peut effectivement reformater les choses parce que c'est le laps de temps sur le plan neuronal qui permet effectivement de switcher. » Vous connaissez ces fameux 21 jours. Les 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour construire un nouveau circuit. Un circuit neuronal, il faut comprendre que c'est comme les rivières. C'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, ton circuit, c'est un ruisseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux totalement reformater, il faut arriver à la mer, il faut faire le circuit complet. C'est-à-dire que 21 jours, plus encore 21, plus encore 21, plus encore 21. Parce que ton petit sentier, comme au milieu de la jungle, si tu ne le traverses pas et puis que tu l'entretiens pas à coups de machette, la nature reprend ses droits. Donc oui, les 21 jours, ils sont fondamentaux. D'ailleurs, un flacon de fleurs de bac, ça dure 21 jours, c'est pas un hasard. Okay. Donc c'est le premier pas, c'est la première marche de l'escalier. Moi, j'estime que le formatage complet, il est en haut de l'escalier, il n'est pas en haut de la première marche. Donc 1 an. Donc 1 an. Ouais, 1 année. 1 année à raison de? Une séquence tous les 15 jours. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même assez soutenu. Hein. Oui. Cet accompagnement, qui sont ces gens qui viennent vous voir? Parce que vous dites dans la présentation, mais encore une fois pour ceux qui n'ont pas regardé le début, vous dites que ce sont des gens qui viennent. Est-ce qu'ils ont déjà identifié la problématique? Oui, en général, oui. Ouais. Oui, parce que maintenant, les gens que j'attire sont des gens qui ne sont pas novices en développement personnel et en travail sur soi. Ce sont des gens qui ont déjà fait du chemin. Okay. Ce n'est pas des débutants. Ce n'est pas des gens qui peuvent venir en disant « je me sens mal et je ne sais pas pourquoi ». Alors, il y en a de plus en plus qui commencent à arriver. Mais en général, ils ont quand même déjà fait, ils sont allés sur des salons, ils ont fait une séance de ci, ils ont fait une séance de ça, et ils sont un petit peu éparpillés. Et ils se sont dit, ça m'a fait du bien, mais je sens bien que c'est pas assez, je sens qu'il faudrait, je sens qu'il y a un truc qui bloque, et je sais pas quoi. Et alors moi, en général, de toute façon, la personne, elle vibre tellement ces blocages, et on est tous fait pareil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas
on a tous une forme. Déjà, on a une carcasse tous différente, on a des parcours de vie, on a une manifestation dans les événements qui est unique. Mais l'escalier, c'est le même pour tout le monde. Hein. Les étapes de développement et de libération des mémoires bloquantes pour aller transmuter le mal-être en système neuro-émotionnel de bien-être, les étapes, c'est les mêmes pour tout le monde. Ce qui fait que moi, j'ai quelqu'un qui commence, il parle 5 minutes, je sais exactement où il en est, clac, 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 allez, vas-y, pose-toi là, on va voir. Respire, ferme les yeux, bascule à l'intérieur. Viens Titi, on va aller explorer, tu vas voir, ça va être génial, tu vas te rencontrer des trucs de dingue. Vous avez évoqué votre médiumnité. Oui. Est-ce que vous en parlez aujourd'hui facilement? Parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal à associer les neurosciences et la médiumnité, où on se dit, oh là là, ça fait un petit peu... Est-ce que ça, c'est une bonne alchimie, neurosciences et médiumnité? Eh bien, c'est la première fois aujourd'hui que je le fais. Que vous parlez de médiumnité? Comme ça, oui. Sérieux? Oui. Oui. Donc là, c'est sortie de zone de confort maximale pour moi parce que c'est la première fois de ma vie que je le fais et que je le présente. Comment elle se traduit, cette médiumnité? Est-ce que c'est un excès d'intuition ou est-ce que c'est véritablement une médiumnité avec de la clairaudience, de la clairvoyance et des choses comme ça? Je pense que de base, je suis très intuitive et j'ai quand même vécu une ouverture des canaux médiumniques le lendemain de mon premier module à l'INA. Premier module, novembre 2018. Je rentre et le dimanche, bim, je reçois un truc qui descend, qui m'éclate la tronche, comme un poids là. Et j'avais des gens, un ami à la maison, je lui dis, prends un crayon, écris ce que je vais te dire. Et là, il y a des choses qui se sont mises à parler toutes seules. Et après, il y avait un texte qui est arrivé. Donc j'ai eu les débuts, ça s'est fait un peu comme ça. Et il dit quoi, ce texte? Ah, je ne me rappelle plus du tout. Non. Mais c'était en rapport avec une situation, c'était en rapport avec quelqu'un? Oui, par rapport à lui, c'était pour juste un message pour lui, qui lui était destiné, ouais. Et en fait, du coup, j'ai essayé d'explorer, c'était quoi la médiumnité? Je fais des stages d'ouverture des outils médiumnaux, ou médiumniques plutôt. Donc, j'ai eu 2, 3 cas de clairaudience. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te lèves, tu entends une voix, tu fais... Donc, mon troisième prénom, c'est Jeanne. Hein, je me dis, OK. Au début, c'est Jeanne d'Arc qui me parle. Alors, Marie le premier. Hein. Et Marie le premier. Marie Lucie, le premier. Lux Lucis, la lumière. Lucie en deuxième et Jeanne en troisième, la guerrière. C'est pas mal. Merci, mes grands-mères, je vous aime. On a la trilogie. Mais un des moments les plus dingues de cette clairaudience, par exemple, c'est... 2009, je me lève un matin, je suis encore prof à l'époque, je me lève un matin, 6 h, j'ai la gueule complètement dans le gaz et j'entends, c'est un garçon, il s'appelle Gaston. Alors déjà, qui me parle. Et en fait, je suis enceinte, mais je le sais pas. Et parce que je prends la pilule, et c'est mon 3e enfant. Et on me dit, c'est un garçon, il s'appelle Gaston. Et il s'appelle Gaston. Et il s'appelle Gaston. Et il va bien. Et il a 12 ans, il est incroyable. C'est incroyable. Donc, quelle est la part de la, entre guillemets, scientifique qui s'est formée aux notions des neurosciences et la part de la médium? Est-ce que c'est une alchimie des deux ou est-ce que votre cœur balance entre les deux? Non, j'ai besoin l'un de l'autre parce que les deux sont les deux plateaux d'une même balance. C'est toujours l'idée des 2 pans de la montagne qui arrivent au même endroit. C'est-à-dire que tout dans la matière, et là c'est l'histoire du Tao, obéit à l'énergie et à la complémentarité des opposés. D'accord. Là, on a toujours opposé dualité. Si c'est médiumnité, c'est pas scientifique. Si c'est scientifique, c'est pas intuitif ni empirique. Mais bien sûr que oui, c'est les deux, parce que c'est les deux faces de la même médaille, c'est pile et face. Donc aujourd'hui, je comprends et je l'utilise depuis longtemps. Enfin, moi, mon outil principal, ce serait plus claire conscience quand même. Voilà, j'ai des flashs, j'ai des fois des mots, mais vraiment le truc, c'est tu es face à quelqu'un, tu entends quelqu'un, puis après tu sais ce qu'il y a eu. Parce que c'est pas forcément comme quelqu'un... Je suis pas une voyante. Je vais pas du tout te dire c'est quoi ton avenir. Mais si tu viens avec un souci et que tu as un problème de santé, combien de fois ça s'est arrivé? Tu as une personne qui me dit ben voilà, j'ai tel problème. Ok, spontanément, il se passe un truc à l'intérieur de moi. Je sais ce que c'est et je sais où il faut aller creuser. Donc ça, c'est ma guidance intérieure. Et ça ne s'explique pas? Alors, ça s'explique par le quantique, encore une fois. Le quantique nous exprime que, et c'est enseigné par Maniezham dans son système Sein. Donc je l'ai décrypté grâce au Sein de Maniezham. Quand tu transmutes tes mémoires de douleur,
parce que tu les dépasses et tu les libères de toi. Archéologie du soi, tu vas à la pêche, tu ramasses tes bombes, là, bim, tu les mets dehors. Hop, tu libères. Libération. Qu'est-ce qui se passe? Tu éthérises ta matière. La matière, elle est dense parce qu'elle est pleine de mémoire de douleur. La douleur enquiste et alourdit la matière et baisse les vibrations. Plus tu libères tes petites épines d'oursin, t'as pas d'épines dans le pied, tu marches vachement mieux quand même, t'es d'accord? Donc, tu t'expanses. Quand tu t'expanses, tu montes en fréquence vibratoire. Quand tu montes en fréquence vibratoire, il se passe quelque chose qui est, tu sors de la physique, du champ physique, pour aller chercher le champ quantique à l'intérieur de toi. Quand tu es connecté, et ça, au niveau des neurosciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors des ondes bêta du cerveau pour aller chercher les ondes alpha. Donc c'est très scientifique. Du moment que tu entres en libération de toi, tu viens de plus en plus quitter ton système cerveau archaïque générateur de stress, activé par cerveau limbique, cerveau reptilien, qui font que tu ne fais que reproduire des schémas déjà connus. Du moment que tu bascules en alpha, tu viens chercher et connecter le champ de la créativité et la connexion au grand champ des possibles. Et ça, c'est la théorie du centième singe, si vous connaissez. Le centième singe, il nous dit quoi? C'est-à-dire que de 0 à 100 singes, tu es dans la matière. Et la connaissance délayée par le centième singe fait qu'au 101e, ça passe dans le grand champ des possibles, ce qui fait que le singe en question qui va mettre son bâton dans l'intermédiaire, le comportement se retrouve sur l'île d'après avec laquelle il n'y a pas eu de contact physique. C'est exactement ça. Comment on bascule du champ physique matière grâce aux ondes alpha de ton cerveau pour entrer dans le grand champ des possibles quantiques, accessible à tous, si tant est que tu fais le job d'alléger ta mémoire et d'aller chercher ce champ quantique. C'est passionnant. Mais c'est c'est passionnant. Alors, ce principe de l'archéologue du soi, de l'archéologie du soi, d'aller chercher en profondeur, et ce qui est très bien dans votre discours, c'est que c'est toujours très imagé. Vous parlez de la montagne, de la grotte, de la dynamite qui permet de, etc. C'est ça la vulgarisation du propos. Mais je suis prof de français de base. Et moi, les mythes, ça m'a toujours passionnée. Donc effectivement, ce côté légende, mythologie, la caverne de Platon, enfin tout, effectivement, c'est ce qui me permet d'utiliser du coup, ou en tout cas d'avoir une certaine bibliothèque de références imagées et d'utiliser ça. Ouais. Et effectivement, ça me sert beaucoup. Alors, il y a des choses qui sont incroyables parce qu'on a l'impression que autant vous libérez le champ des possibles pour ceux que vous accompagnez, autant tout ce que vous vivez depuis toutes ces années vous a libéré aussi, vous. C'est parce que je l'ai fait sûrement que je peux le faire sur les autres. Et oui, c'est ça. Et c'est parce que j'ai exploré le chemin en moi. Encore une fois, je suis descendue, mais tellement loin pour aller chercher mes fameuses épines d'oursin. Je sentais bien que j'avais un oursin dans le pied. Mais il est où celui-là? Donc non, il est pas là, Bon, on descend, et on descend, et on descend. Et cet escalier, moi j'adore. Là, pour le coup, ça nous renvoie à Hermès Trismégiste et aux tables d'émeraude. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand tu descends, tu montes en même temps, en champ de conscience. Donc, et ça se passe par l'escalier, ce fameux escalier dont je parlais. Donc, on descend, principe de la plongée sous-marine, tu descends par palier, tu remontes par palier, tout fonctionne par palier. C'est ce qu'on appelle les paliers quantiques aussi, les paliers de fréquence, de champ vibratoire. Donc, et du coup, c'est un jeu de Mario Kart. Tu descends dans un étage, tu explores ton palier là, tu viens déterrer toutes les mines, tous les trésors, tous les trucs, bip, tu déverrouilles l'entrée pour le palier suivant, et tac, tu descends d'un côté, tu montes en champ de conscience. Ce qui te permet de redescendre plus bas, parce que tu as changé de fréquence vibratoire, donc tu es plus fort pour aller explorer en dessous, et tu remontes, et tu redescends, et tu remontes, et tu redescends. Il arrive un moment, tu es fatigué, tu dis je vais prendre des vacances. Et puis tu te dis, puis après la vie elle te met une grosse calotte dans ta tête parce qu'elle te dit hey, t'as pas fini le job, viens. Donc il y a une illusion phénoménale à se dire quand j'aurai libéré ce truc-là, j'irai mieux. Alors oui, mais comme on vit dans ce monde de dualité, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, la balance. Tu fais un bond en avant, lumière, qu'est-ce qu'elle te dit l'ombre? Eh Titi, je suis là. Et un pas en avant, parce que la vie est un éternel chemin. C'est pas la finalité, on la connaît, on va tous mourir. Très bien. Maintenant, comment on a envie de mourir et comment on a eu envie de faire ce parcours-là? Tu dois faire autant mourir heureux, j'ai envie de te dire. À choisir. Alors, Marie, elle a un petit côté rock'n'roll. D'abord dans le discours, ensuite dans l'attitude. On a l'impression que, enfin j'imagine que quand on vous consulte, on sait que ça va secouer.
un peu. D'abord parce qu'il y a la pratique et qu'on va chercher dans les abysses un petit peu hein, de ce qui fait mal et qu'il va falloir faire remonter. Et on sent que le champ des possibles chez vous, il ne s'arrête pas à la consultation. Ah vous avez envie de faire des tas d'autres choses. Oui. Hein, j'allais dire, vous devriez écrire un livre. C'est déjà fait. Alors c'est fait. C'est tout neuf, mais c'est fait. Hein, c'est fait. C'est fait. Et ça sort à Noël. À Noël. Voilà, pour ceux qui... parce qu'on enregistre au mois de septembre, là, pour tout vous dire. Donc, ceux qui regardent l'émission un petit peu plus tard, ça va s'appeler Le grand livre des fleurs de Bach, mais pas que. Petit traité synchronique et diachronique de l'exploration de l'être. Donc, première partie, on part d'Hippocrate et on vient explorer la pensée de l'être global. Je parle du coup, évidemment, du docteur Édouard Bach. Qu'est-ce que c'est que ce système des fleurs de Bach? En quoi est-ce que c'est un système qui permet l'alchimisation du soi dont on vient de parler? Et comment moi ce qui m'intéresse, et ça c'est unique au monde, ça n'a jamais été fait, la perspective justement du système de Bach avec tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc Hippocrate, je parle d'Hildegard de Bingen, j'évoque Paracels, l'alchimie, je parle de la mémoire cellulaire de l'eau, je parle d'Einstein, tout est vibration, et je parle évidemment de Mein-Yesam, du système neuro-émotionnel. C'est-à-dire que pour la première fois, je mets en relation le système des fleurs avec... Et c'est ça la synchronie. À l'instant T, diachronie, les fleurs de Bach font que tu prends des petites gouttes, tu vas mieux quand même, concrètement, c'est l'objectif. Mais dans une perspective beaucoup plus large, qui est ce chemin-là. Et le chemin, il existe depuis le début. Bon, il fallait bien trouver un début, j'ai commencé à Hippocrate, mais ça arrive à aujourd'hui, c'est pas fini. Et la deuxième partie de ce livre-là, effectivement, j'ai travaillé en collaboration, le projet est démarré depuis 4 ans, avec Thierry Madurel, qui est botaniste et aquarelliste, et à qui j'ai demandé de me réaliser les planches des fleurs, les illustrations des fleurs. Je pense que j'ai été hyper casse-bonbon, parce que je dis, Thierry, refais-moi ça, refais-moi ça, refais-moi ça. Parce que je voulais que les planches, et qu'on sente ce chemin de transformation dans chacune de ces planches, et donc avec exploration, fleur par fleur, du chemin de transformation que chaque fleur nous propose. Des cartes, oui. Un oracle. Oui. Qui n'est pas tout à fait un oracle d'ailleurs. On n'aimait pas ce mot oracle, j'ai l'impression aussi. C'est pas tout à fait un oracle. Il y aura plus tard l'oracle des fleurs de Bach. On va aller plus vraiment chercher l'éveil spirituel grâce aux fleurs. Là, on utilise les mêmes illustrations des fleurs de Thierry, qui sont donc les illustrations, les planches du livre. Et ce sera les cartes médecine des fleurs de Bach qui vont donc sortir en même temps que le livre. Mais on pourra se procurer les deux de manière séparée. L'idée, c'est que dans cette approche des fleurs de Bach où je veux réunir l'aspect intuitif et l'aspect scientifique, ça a donné lieu à la florologie, du coup, ce que j'ai appelé la florologie, parce que d'un point de vue purement étymologique, de flore, florem, la fleur, et logos, le verbe, qui a donné du coup le nom aussi à ma chaîne YouTube, La Voix des Fleurs, etc. Au commencement était le verbe. L'utilisation du verbe pour parler de soi est déterminante. C'est sûr. Et ces cartes sont la voix des fleurs qui répondent à cette question. Quelles sont les fleurs dont tu as le plus besoin en ce moment? Sur quel chemin de transformation de toi es-tu engagé en ce moment? Demande aux fleurs et les fleurs te répondront. Et alors, je parlais de l'attitude rock'n'roll et un spectacle. Enfin, oui. On ne vous arrête plus là pour le coup. Non. Ah non. Le plaisir de monter sur scène. Hein. Ah ouais. J'ai toujours fait un petit peu des conférences, des choses comme ça, et j'adore ça. Je pense, le logos, j'aime bien. Voilà. Et en 2019, justement, pendant que j'étais à l'INA, j'ai fait mon mémoire de l'INA là-dessus. D'ailleurs, j'ai pu avoir une chance monumentale de faire un concert en musique avec un pianiste à Bourges qui s'appelle Franck Sioup. C'est lui qui m'avait lancé, qui m'a dit « Mais Marie, attends, tu parles des émotions, on fait une conférence qui s'appellera Balade sentimentale, et toi, tu nous emmènes en exploration des sentiments, des émotions. Et tu parles d'un sentiment, tu parles d'une émotion, et moi j'improvise au piano, juste entre chaque chose. Donc toi tu fais tes tableaux, et entre chaque, il y a un tableau musical. Vous ne chantez pas. Et c'est extraordinaire, parce que Franck Sioup, si vous allez à Bourges, il tient une maison d'hôtes qui est juste extraordinaire, qui s'appelle le Théâtre de la Maison Bonnet. Et il a recréé une mini Scala de Milan. Et donc, on a fait cette conférence, on a joué cette conférence musicale dans une mini Scala de Milan. C'était extraordinaire. Magnifique. Et je me suis dit, il y a du concept, je vais le reprendre. Mais là, j'ai effectivement envie que ce soit un peu plus rock. Donc, j'ai déjà le groupe de rock sous la main. Donc, j'ai déjà l'accord de
Romaric. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que, on va dire, une tonalité musicale sur une sonorité rock avec les fleurs de Bach qui sont beaucoup plus... où c'est censé être posé, non? Beaucoup plus... Mais pas que, t'as tout, il y a tout. Dans les émotions, les fleurs de Bach harmonisent des chemins de transformation. On va prendre le chemin de l'amour. Le côté sombre de l'amour, c'est quoi? C'est la colère. La colère est la manifestation de l'amour bloqué en soi. On est en colère parce que l'état naturel de l'être, c'est l'amour, être amour. Là, on commence à changer de registre. Être en amour, ça veut dire être en amour pour la vie, être en amour pour soi, être en amour pour l'autre. Et ne pas lutter, c'est être dans un état d'amour nous donne l'état de flow. Dès que, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a été formaté, parce qu'on nous a dit il ne faut pas dire ta gueule aux géants, parce que, et c'est vrai, mais on peut le dire autrement, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, blablabla. Bon. Mais quand on s'interdit de faire des choses, on va évidemment projeter sur l'extérieur. Ah oui, mais j'ai pas le droit, je peux pas. Non, l'extérieur est un miroir. Nos neurones miroirs nous font projeter sur l'extérieur ce qu'on ne connaît pas de nous. Donc, on va rejeter la faute à l'extérieur, pas du tout. On descend, on libère les portes. Et parce qu'on libère les portes, on permet à l'amour, qui est la vibration qui existe à l'état naturel dans la nature. Plus on laisse circuler l'amour en soi, plus on peut tout débloquer. Et on peut aller chercher à la fois des états très yin, très douceur, très posé, très tempérance, mais on peut aller chercher, et là ce serait très haut, réceptivité, intuitive, oui, l'intuition, l'intuitivité, j'ai envie de dire, féminité, réceptivité. Et ça, tout le monde l'a, homme ou femme. Mais on a besoin, dans certaines circonstances de vie, d'aller chercher des aspects hyper yang, force, motivation, rien ne me résistera, pétard. C'est pas parce que j'ai un caillou sur ma route que je vais me laisser emmerder. Et là, il faut aller chercher du yang, là, il faut aller chercher de la force, là, il faut aller chercher de l'explosion. Et là, quand tu mets un petit peu de rock dans ta vie, ça t'aide. Vous êtes quel signe? Cancer, pourtant, mais ascendant Sagittaire. Donc j'ai l'eau, le feu, j'ai les deux. C'est absolument passionnant parce que vous avez bien compris que d'abord, Marie maîtrise son sujet, deux, qu'elle aura sans doute une réponse à la problématique que vous rencontrez. Et juste pour terminer, Marie, quels sont les gens qui viennent vous voir? Quelles sont les problématiques des gens en général? Ce sont des gens qui manquent de confiance, des gens qui se sentent profondément malheureux? Il peut y avoir tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens, j'ai des gens qui vont dire j'ose pas, j'ai des gens qui vont dire je voudrais être naturopathe et j'ai un énorme syndrome d'imposteur. Je suis hyper malheureuse dans ma vie, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je vais me baser. Licenciement économique, reconversion forcée professionnelle, deuil, mort, perte. En général, les gens qui viennent à moi, ils sont face à la perte. Ils sont face au vide. Ils sont en désarroi, ils sont en désespoir parce que comment je vais faire pour déplacer ça? Merci beaucoup. C'est passionnant. On attend le jeu de cartes, on attend le spectacle, on attend le livre pour la fin d'année en décembre. Et puis si vous ne voulez pas attendre et si vous avez envie bien sûr de rentrer en contact avec Marie, vous avez autour de cette vidéo l'ensemble des liens avec sa fiche index bien entendu. Et vous pourrez évidemment... Vous faites à distance aussi du coup? Parce que les fleurs de Bach à distance c'est compliqué. Ah non, pas du tout. Ah non? On peut faire les choses avec des fleurs de Bach à distance? Dans l'approche quantique, l'espace-temps n'existe pas. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, du moment qu'à travers ou pas un écran, quand on est connecté à la personne, on est connecté, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été connecté avec nous quelques instants. Ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve pour un nouveau portrait index. À très vite. Salut.